Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à LCF. À la une de l'actualité de ce jour, le gouvernement togolais vole au secours des sinistrés suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale et ses environs. Une opération d'assistance des sinistrés vient d'être lancée avec à la clé un appui financier de 30 millions de francs CFA. Et puis dans la page internationale en Ukraine, après sa victoire sur les insurgés pro-russes qui ont évacué presque sans résistance leur bastion fortifié de Slaviansk et Kramatorsk, l'armée met désormais le cap sur Luhansk et Donetsk. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition sur LCF. Ils sont des sinistrés des dernières pluies qui se sont abattus sur la capitale togolaise et ses environs, occasionnant de nombreux dommages. Plus qu'une simple compassion du chef de l'État et du gouvernement, ils attendaient un geste fort à la hauteur du sinistre. Eh bien, ils sont servis puisque le gouvernement, plus des vivres, vient de débloquer une enveloppe financière de 30 millions de francs CFA, déclenchant ainsi l'opération d'assistance des sinistrés. Gloria Nani et Herman Congo. Le gouvernement togolais au chevet des sinistrés. Pour apporter son soutien et son aide aux familles des victimes de la pluie des 4 et 5 juillet, le gouvernement a pris une série de mesures dont l'assistance aux familles. Mission d'en se charger cette délégation interministérielle qui a lancé opération d'assistance des sinistrés des inondations des 4 et 5 juillet 2014. Une opération qui vient renforcer les mesures d'urgence déjà engagées sur le terrain. La ville de Lomé et ses environs ont connu des pluies diluviennes dans la nuit du 3 au 4 juillet. Il y a certains quartiers qui ont pris un coup, c'est-à-dire qui ont été inondés. Et aussitôt cette inondation constatée, les appels au secours ont été effectués au service de sécurité, en l'occurrence les sapeurs-pompiers, qui n'ont pas ménagé de faire ce qu'ils pouvaient pour limiter les dégâts. Une trentaine de ménages a accepté de rejoindre le camp de Logopé. Nous avons lancé l'opération d'assistance secours aux populations. C'est une opération qui vient en complément des actions que nous avons déjà menées depuis le 4 juillet. Il est alors mis à la disposition des ménages affectés près de 40 tonnes de riz et 40 tonnes de maïs, vivres qui leur seront distribués selon la taille de chaque ménage. Ceci accompagné d'un soutien financier pour répondre aux dépenses d'urgence de ces familles. Il s'agissait d'apporter un appui financier pour les dépenses d'urgence auxquelles les ménages qui ont été sérieusement affectés par les inondations pourraient être confrontés. Il s'agissait aussi de leur apporter un appui en vivres. Donc ils ont reçu tous les coupons qui sont nécessaires pour prendre les vivres nécessaires. Les bénéficiaires ont accueilli avec enthousiasme ce geste du gouvernement. J'ai reçu une enveloppe financière de 30 000 francs, en plus un sac de riz de 50 kg et un sac de maïs de 50 kg. Et je suis très heureux de cette assistance. Quand bien même que c'est un drame qui est survenu, parce que l'État n'a pas tardé à venir à notre secours. Nous tenons très sincèrement à le remercier et en même temps nous profitons à leur présenter notre doléance de toujours jouer le rôle de bons parents comme il vient de le faire. Il a été recensé plus de 3000 personnes affectées par cette pluie diluvienne, dont près de 150 ont rejoint le camp d'Aguelogopé pour les sinistrés. Le gouvernement convie les familles à vivre dans une ambiance de solidarité, ceci dans l'attente de regagner très vite leur habitation. L'actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, c'est la conséquence de sa défaite à la mairie de Dakar aux élections locales du 29 juin dernier. Le Premier ministre Aminata Touré a simplement été limogé par le président Macky Sall. Son départ de la primature était sur toutes les lèvres depuis sa défaite à la mairie de Dakar aux élections locales du 29 juin dernier. Ces choses faites depuis vendredi, Aminata Touré a été démise de ses fonctions de Premier ministre du Sénégal par le président Macky Sall. Tête de liste majoritaire pour la mairie de Grand Yoff, elle a été battue par le maire de Dakar, Khalifa Sall. Le président Macky Sall avait indiqué avant le scrutin que les perdants parmi les candidats officiellement investis par la coalition gouvernementale, Benno Bokk Yakaar, seraient sanctionnés.
Aminata Touré a été nommé Premier ministre le 1er septembre 2013 avec pour credo accélérer la cadence pour parvenir à un Sénégal émergent. Nouvelle attaque meurtrière au Kenya. Au moins 28 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de la côte du sud-est du pays. Des attaques revendiquées par les islamistes somaliens Shebab. Mais le gouvernement de son côté piste plutôt un groupe séparatiste de la côte indienne, le Conseil républicain de Mombasa. Le commissariat de Gamba porte encore les traces de l'attaque nocturne. 9 personnes auraient été tuées, dont un policier. Un raid mené par plusieurs dizaines d'assaillants qui ont libéré un prisonnier détenu depuis une attaque précédente en juin. On a été réveillés par les coups de feu vers 23 h. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre de bruit ici. Tout le monde était choqué. Certains se sont cachés sur leur lit, d'autres ont fui en brousse. Les coups de feu ont duré près de 7 heures. L'assaut a été revendiqué par les Shebabs somaliens, mais la police kenyane penche pour une autre piste. Au début, on croyait qu'il s'agissait des Shebabs, mais au final, il semble plutôt qu'il s'agisse du MRC. Le MRC, un groupe séparatiste qui réclame l'indépendance de cette région côtière très touristique. Une seconde attaque a été perpétrée au même moment dans la commune proche d'Indi, faisant plus d'une dizaine de morts. Des maisons et une église ont été brûlées, plusieurs victimes, des hommes, ont été retrouvés sur la route, exécutés, les mains liées dans le dos. Là encore, un assaut revendiqué par les Shebabs. Affiliés à Al-Qaïda, ils affirment être aussi les auteurs d'une autre attaque, celle de la ville voisine de Mpeketoni, qui avait fait 48 morts mi-juin. Des représailles, selon eux, contre les opérations de l'armée kenyane en Somalie. Encouragée par la reconquête de Slaviansk et Kramatorsk, l'armée ukrainienne poursuit ce dimanche sa marche sur Donetsk où les rebelles pro-russes se sont repliés. Une victoire symbolique pour le président Poroshenko qui a demandé la poursuite de l'offensive militaire. Le drapeau bleu et jaune flotte à nouveau sur Slaviansk. Quelques heures après l'entrée des troupes ukrainiennes, c'est le ministre de la Défense casqué qui en informe personnellement le président Poroshenko. Ici le colonel général Geletei Valery Viktorovitch, monsieur le président. Vos ordres ont été appliqués. Slaviansk est nettoyé des terroristes. Le ministre réserve ensuite quelques accolades aux habitants sortis de chez eux, alors que des soldats font l'inventaire des armes récupérées. Slaviansk sous contrôle, c'est donc le message. Une victoire symbolique, insiste le président. Un tournant dans la bataille contre les insurgés, ajoute-t-il, mais pas encore la victoire finale. Mes amis, je suis loin de l'euphorie. La situation reste très difficile. Les terroristes prennent position dans les grandes villes. Beaucoup reste à faire pour libérer les régions de Donetsk et de Lugansk. Précisément, s'il y a eu des morts à Slaviansk des deux côtés, certains insurgés pro-russes ont pu échapper au bombardement de l'armée et quitter la ville. Ils ne s'avouent pas vaincus. Ils sont partis se regrouper. C'était leur but. Ils n'ont pas fui. Personne n'a capitulé. Le repli serait donc tactique face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Le ministre de l'Intérieur promet pour sa part un ratissage systématique du territoire. Les unités antiterroristes vont nettoyer le terrain petit à petit. Nous allons inspecter chaque immeuble, déminer et aller de l'avant. Une déclaration reçue 5 sur 5 à Lugansk, toujours sous contrôle séparatiste. Qui a besoin d'un président qui tue les gens ? Nous sommes sous le choc. Il faut arrêter de se battre et trouver un accord. Eux aussi veulent une forme d'accord et ils en appellent à l'ONU. Pas sûr cependant que tout soit prêt à rendre les armes. En Israël, 6 personnes ont été arrêtées par la police dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre du jeune palestinien, des suspects qui appartiendraient à un groupe extrémiste juif. Et pendant ce temps, le climat reste très tendu à Jérusalem-Est et les heurts gagnent certaines villes arabes du pays. Ces cratères sont le résultat des frappes israéliennes. Représailles aux roquettes et aux buts de mortier tirés depuis la bande de Gaza. Des échanges violents qui s'amplifient de part et d'autre, jusque dans les discours. Certains ministres israéliens accusent Netanyahou de faire preuve de faiblesse. L'expérience a prouvé que dans des moments comme aujourd'hui, nous devons agir de manière responsable, garder la tête froide et nous abstenir de propos durs et impétueux.
De son côté, le président palestinien demande à l'ONU d'intervenir. J'ai demandé à Ban Ki-moon de former un comité international pour enquêter sur les crimes et la terreur perpétrés contre notre peuple, notamment le meurtre de l'adolescent Mohamed Abou Khder, qui a été brûlé vif. La mort de ce jeune homme de 16 ans est sans doute un acte de vengeance après l'assassinat de 3 jeunes Israéliens en début de semaine. 6 suspects, présentés comme des extrémistes juifs, ont été arrêtés par la police israélienne. Les émeutes à Jérusalem-Est, soulevées par le meurtre de l'adolescent, se répandent dans certaines villes arabes du nord et du centre du pays. 35 manifestants ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche. Depuis samedi, ces images ajoutent de la tension. On y voit le cousin de Mohamed Abou Khder passé à tabac par des gardes frontières israéliens. Cet Américain de 15 ans a été assigné à résidence. Je regardais un groupe de gens, ils sont arrivés sur le côté et ils m'ont attrapé. Les États-Unis ont condamné l'usage excessif de la force contre leurs ressortissants et appelé à une enquête rapide, transparente et crédible. Quant à l'Égypte, qui a entrepris une médiation délicate, elle tente toujours d'instaurer une trêve. En Irak, après avoir proclamé l'établissement d'un califat sur les territoires conquis, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant appellent désormais tous les musulmans à faire allégeance au calife Abou Bakr al-Baghdadi, qui s'est d'ailleurs fait entendre au moyen d'un enregistrement vidéo. Cette vidéo a été diffusée par les djihadistes sunnites de l'État islamique. On y voit Abou Bakr al-Baghdadi lors d'un prêche. Cet homme, considéré comme terroriste par les États-Unis, s'est proclamé chef du nouveau califat de l'État islamique. Les combattants de son mouvement détiennent à présent un vaste territoire à travers la Syrie et l'Irak. Dieu a accordé à vos frères les Moudjahidines la victoire et une conquête après des années de patience et de sainte bataille. Obéissez-moi comme j'obéis à Dieu. Al-Baghdadi n'était jamais apparu en public. Il est donc difficile de vérifier qu'il s'agisse bien de lui. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est un message envoyé par les djihadistes au Premier ministre chiite Nouri al-Maliki. L'État islamique parlait d'un État en Irak et au Levant et parle maintenant d'un califat. Personne en Irak ou dans les pays voisins ne sera à l'abri de ces plans. Les autorités irakiennes estiment que l'enregistrement vidéo est un faux. L'armée aurait blessé Baghdadi lors de récents combats. L'État islamique tente en tout cas par tous les moyens d'asseoir son pouvoir et de fragiliser le gouvernement. On termine cette édition avec le festival de Kawafel au Maroc, au centre une province touristique qui attire de plus en plus les touristes et au cœur d'un vaste projet de développement entrepris par le gouvernement marocain que je vous laisse découvrir dans ce reportage. Sidi Ifni au Maroc. Il y a quelques jours prenait fin le festival Kawafel qui a battu son plein dans le mois de juin. Un festival placé cette année sous le thème du patrimoine culturel, histoire et civilisation, potentialité au service du développement. Ce festival est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et l'objectif est de faire ressortir et de mettre en valeur le potentiel culturel et touristique de la ville de Sidi Ifni. Au-delà de l'agenda culturel, Sidi Ifni est devenue une préoccupation pour les élus locaux. Elle qui fait partie des villes en plein développement, avec d'énormes moyens de l'État marocain en rapport avec la nouvelle politique d'aménagement initiée par le roi Mohamed VI. Le tourisme aussi occupe une place primordiale dans le développement de la région. Une région qui capte l'attention du gouvernement et promet mettre en œuvre un projet de développement bien défini, prenant en compte les différents secteurs tels que l'emploi, la jeunesse, l'éducation et la santé. Il y a une réelle volonté des jeunes hommes et femmes de développer la ville de Sidi Ifni. Ils sont unis pour cette cause et par obligation, le gouvernement les accompagne à travers la création d'infrastructures qui répondent à leurs besoins. Les Marocains résidant à l'étranger investissent aussi dans cette ville en y construisant des villas et autres appartements, une situation qui booste l'économie du pays. La province de Sidi Ifni, depuis sa création en 2006, à travers les programmes de l'NDH,
a fait un grand effort, surtout dans le domaine du désenclavement de la population rurale. Il y a eu un aménagement de plus de 104 pistes sur une longueur qui dépasse 150 km. Ces projets-là, ils ont coûté un montant global qui dépasse les 28 millions de dirhams, dont l'NDH a eu un grand apport, c'est 22 millions de dirhams. Entre chants et danses, la ville de Sidi Ifni poursuit le chemin de son développement, et ce, pour le bien des populations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Libreville et partout ailleurs. Très bonne suite de nos programmes. À demain.